Tarkir Dragonstorm, chapitre 2. Présage. Elspeth avait l'habitude d'être dévisagée. Elle était tout autant familière avec le fait d'être assaillie de questions émerveillées et de prières désespérées. La vue d'un archange avait tendance à inspirer de telles choses. Mais elle n'était pas habituée à ce qu'un petit enfant s'accroche à ses ailes et demande « Êtes-vous un dragon ?» Elle cligna des yeux lumineux devant le visage rond et sans peur qu'il observait. « Un dragon ? Tu as des ailes ?» commença l'enfant, alors que quelque part au loin, une femme poussait un glapissement scandalisé. La mère, vraisemblablement. Elspeth prit note du fait que personne d'autre sur le vaisseau n'était venu l'interroger sur sa présence, pas après avoir expliqué à un dignitaire agité qu'elle était ici pour voir Narset, s'il vous plaît, et qu'on lui avait cordialement dit de faire comme chez elle, jusqu'à ce que la maître de la voix puisse être retrouvée. Quel que soit le peuple de Narset, les Jeskai proposaient un souvenir, ils étaient au moins polis. « Et tu as 4 autres membres, » continua l'enfant. Il y avait quelque chose de pointilleux dans la façon dont elle prononçait cette phrase, comme si quelqu'un avait été contraint d'autoriser l'utilisation de sa meilleure vaisselle et qu'il veillait maintenant avec vigilance à ne pas l'abîmer. Cela signifie que tu es un dragon. Elspeth y réfléchit. Vraiment ? L'enfant acquiesça. L'accusation était en quelque sorte sensée. Elspeth avait entendu des histoires sur l'étrangeté des dragons de Tarkir, sur la diversité de leurs formes. Peut-être était-il plus simple pour les parents de ce plan d'avertir leur progéniture que tout ce qui avait 4 membres et 2 ailes était un dragon. Un avertissement général pour empêcher les enfants d'enquêter sur des bruits étranges dans l'obscurité. Sauf qu'il y avait une véritable peur sur le visage de la femme qui s'approchait à toute vitesse d'Elspeth, les mains agrippées aux épaules de sa fille. « Mes excuses, » dit-elle en s'interposant entre Elspeth et l'enfant. Cette dernière se rangea derrière la femme malgré ses protestations bruyantes. « Maman, je veux parler à la dame dragon. »« Ma fille n'a pas encore appris les bonnes manières. S'il vous plaît, ne prenez pas ce qu'elle dit comme une offense. » Elspeth tendit une main gantée et fut légèrement surprise de voir la femme se recroqueviller. Dans sa vie antérieure, elle aurait pu rire ou essayer de rassurer le couple. Cependant, depuis son ascension, chaque impulsion se sentait étouffée, insignifiante, éclipsée par l'instinct de faire ce qui était juste. Et ce qui était juste pour cette femme, c'était de lui laisser la liberté de s'éloigner. Il était clair que tout ce qu'elle voulait, c'était prendre de la distance avec Elspeth, courir aussi loin que le navire le lui permettait. Aucun problème, Elspeth replia ses ailes contre son dos et baissa le menton, espérant que la femme trouverait un peu de réconfort dans sa froide formalité. Puissiez-vous aller avec les bénédictions des dieux que vous vénérez. Cela valut à l'archange un regard étrange. La femme lui adressa un sourire incertain avant d'étreindre sa fille d'un seul bras, et de la draper sur son épaule comme un sac de riz, s'éloignant d'Elspeth en reculant une fois qu'elle fut certaine que la fillette était en sécurité. 4 pas après avoir battu en retraite, la femme se retourna et se mit à trotter. L'archange pouvait les entendre se disputer. « Mais la dame dragon, maman, pour la dernière fois, elle n'est pas un dragon. »« Si elle n'est pas un dragon, » hurla triomphalement l'enfant qui avait piégé sa mère avec une logique indomptable. « Pourquoi ne puis-je pas lui parler ?»« Parce que je peux me tromper !» Leurs voix s'éteignirent dans le brouhaha de fond. La lumière nacrée qui émanait d'Elspeth était plus douce que celle des lanternes suspendues dans les airs. Elle flottait au gré du vent, sans être attachée à quoi que ce soit. Enfin seule, Elspeth resta debout et étudia le vaisseau. Il s'agissait peut-être d'un temple, ou même d'une série de temples, du moins avant que le désastre ne frappe. Quoi qu'il se soit passé, cela n'a pas empêché les Jeskai d'utiliser les ruines. Les structures de toit, les avant-toits incurvés, bleu ciel et ornés d'or, striés par endroits de fissures ou de signes de réparation, étaient soigneusement empilés le long de la proue de l'énorme vaisseau. À leur sommet pendait un flambeau massif de la couleur du cinabre. Il y avait des moines partout, certains chargés de parchemins, d'autres parcourant les huniers, s'occupant du gréement, nettoyant le pont. Ils se déplaçaient avec une efficacité acrobatique pratiquée, et même comme elle l'était maintenant, éloignée de ses préoccupations mortelles, Elspeth trouvait qu'il était agréable de les observer. « Elspeth Tyrell » dit une voix derrière elle. « Nous ne nous sommes jamais rencontrés,
mais je vous connais de réputation, tout comme vous me connaissez de même. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Nous avons beaucoup d'amis en commun. » Elspeth se retourna pour voir une femme vêtue de la même palette de bleu et de blanc que les moines, mais ses vêtements étaient plus élaborés et embellis. Son expression était calme mais impénétrable, et son sourire superficiel. « Je suis Narset, maître de la voix des Jeskai. Je crois que vous me cherchez. » Elspeth ne perdit pas de temps en vaine politesse. Les tempêtes de dragons ont commencé à apparaître dans tout le multivers. Je suis venu vous demander comment Tarkir les a tenus à distance. L'expression de Narset se transforma en une légère inquiétude. « Je crains que vous ne soyez venu pour rien alors, » dit Narset qui se dirigeait déjà vers la cabine, les doigts courbés pour faire signe à Elspeth d'avancer. « Je vous en prie, suivez-moi dans mon bureau. Nous devons consolider nos connaissances sur les tempêtes des dragons. Je soupçonne que les choses soient bien pires que ce que chacun de nous aurait pu imaginer. » Si Narset connaissait les conventions de l'hospitalité Jeskai, elle n'était pas certaine du protocole à suivre lorsque l'invité était un archange. Elspeth, pour autant que Narset le sache, n'avait pas toujours été un être céleste. Elle avait été humaine autrefois, mais d'après tous les témoignages, elle possédait à l'époque les mêmes valeurs rigoureuses qu'aujourd'hui. Avec un pincement au cœur, Narset repensa à Ajani et à l'affection qu'il portait à Elspeth, à son dévouement pour ce qui était juste, à sa compassion et à son engagement à défendre ceux qui ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Elle pensa à Tamio et à son cercle d'histoire, à l'appétit de la lunaréenne pour tout apprendre, même les anecdotes les plus insignifiantes. Elle fut la première à parler d'Elspeth et de son courage. Narset espérait que ses amis, comment appelait-on autrement les gens avec qui on s'asseyait pour partager des histoires, qu'on écoutait pendant des heures, s'abreuvant de tous les récits qu'ils offraient, se portaient bien. Depuis que son étincelle s'était éteinte, elle ne pouvait plus parcourir les éternités aveugles, ce qu'elle avait d'abord ressenti comme une perte, puis comme un soulagement. Elle avait désormais une raison de penser à Tarkir et seulement à Tarkir, de se consacrer entièrement à la réhabilitation de son foyer ravagé. Néanmoins, il lui manquait ces autres Planewalkers, ces rares personnes qui comprenaient ce que c'était que de ne pas totalement être à sa place, d'aspirer à plus que ce à quoi la chair et la tradition pouvaient aspirer. « Tamio aurait été heureuse de notre rencontre ici, » dit Elspeth. La lumière qui émanait d'elle ressemblait à celle d'une bougie mourante. « Oui, elle l'aurait été, » dit Narset, surpris par l'intensité de sa voix. « Et Ajani aussi. Tout a été mis en œuvre pour les ramener, lui et Nissa. La vie d'une femme, l'étincelle d'un Planewalker vivant et l'étincelle d'un mort. Ajani, je pense que parfois il aurait préféré. » Les mots moururent dans sa gorge. « Dans son cœur, » dit lentement Narset, le silence marqué par la douleur. Si l'une d'elles n'était pas attentive, elle s'ouvrirait sur le passé. Il n'a jamais voulu que la paix. Oui. Un silence gênant s'installa entre elles, lourd, comme de la soie ensanglantée, toutes deux séparées par l'île qu'était le bureau de Narset. Elle avait protesté contre sa grandeur, disant qu'elle n'avait besoin de rien d'autre que de l'espace pour ses encriers et ses parchemins, ses manuels et ses volumes non traduits. Mais les autres intendants avaient insisté. Les Jeskai avaient besoin d'un nouveau symbole, et, en tant que maître de la voix, il était de son devoir de l'incarner. En tant que telle, elle avait besoin d'un équipement adéquat, et cela commençait par un bureau à l'aspect suffisamment officiel. Tout à l'heure, tu as dit que les choses pourraient être pires que ce qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer. Les tempêtes de dragons sur Tarkir sont devenues considérablement plus puissantes, dit Narset, heureuse de ce changement de sujet. Le deuil était si compliqué à gérer. Elle connaissait des fermiers qui dédaignaient la sympathie et préféraient annoncer les mauvaises nouvelles sans ménagement, mais aussi des guerriers aussi fragiles que du ver soufflé, qui pleuraient comme des enfants lorsqu'on leur annonçait la mort d'un être cher. Narset ne pouvait dire où Elspeth se situait sur ce spectre. Pire encore, elle était certaine que l'archange regarderait d'un mauvais œil l'apathie des Jeskai à l'égard de tout concept de vie après la mort. Mais il se pouvait aussi que ce ne soit pas le cas. Ajani avait dit. Narset secoua la tête. « Concentre-toi », se rappela-t-elle, en essayant de ne pas penser à la façon dont elle avait appris de seconde main l'arrivée d'Ajani en Tarkir, et au nombre de jours qu'elle avait passé à attendre que le guerrier léonin lui tende la main, reprenne contact avec elle. L'avait-il jugée insensible à cause de cela? L'avait-elle déçue? À tel point qu'elles ont commencé à remodeler Tarkir elle-même. Narset sortit une carte de son étui à parchemin et la déploya sur son bureau.
Le parchemin était tacheté d'annotations, des notes qu'elle avait prises au cours de ces derniers mois. Certains endroits ont vu le niveau de l'eau monter, d'autres des gouffres, voire de nouvelles formations géologiques. Ce serait en soi inquiétant car cela a des ramifications préoccupantes pour les écosystèmes locaux, et regardez ici, ici et ici. Narset désigna 3 points sur la carte, chacun étant fortement encerclé à l'encre. Nos contacts mardus disent qu'il y a des endroits dans les steppes où l'on commence à voir des écailles pousser. Des écailles? Comme si la terre elle-même... Non, rien ne s'anime. Narset réfléchit un instant. Pour l'instant. Mais d'après les rapports, il y a maintenant des bœufs avec des yeux reptiliens et des chats qui ont des ailes qui poussent. Je ne sais pas quelle est la part d'apocryphe dans tout cela, mais une chose est sûre. Des forces primordiales sont en jeu ici. Quelque chose d'aussi puissant qu'Hugin. Sauf qu'Hugin n'est plus là, dit l'espèce. Narset acquiesça. Ebola, c'est mort. En théorie, il est possible que ce soit l'œuvre de notre ancêtre dragon de leur niveau, mais Hugin croit que tous ses proches sont morts. Elle prit une mince inspiration. Cela a quelque chose à voir avec le départ d'Hugin, j'en suis sûr. Sa présence a catalysé, voire carrément créé les tempêtes originelles. Cependant, d'après nos archives, elles n'ont jamais dépassé une certaine intensité jusqu'à ce qu'il soit incapacité. Il est donc logique qu'il ait servi de contrepoids métaphysique en quelque sorte pour maintenir le plan en équilibre. Elle se rattrapa, étouffa le torrent de paroles avec un bruit de frustration ravalé. Elspeth n'avait rien demandé à Narset en matière de théorie, et elle n'y soumettrait donc pas son invité. C'était de la bienséance, ou du moins, c'était ce qu'on avait dit à Narset. Quoi qu'il en soit, dit Narset en adoucissant sa voix pour qu'elle devienne nonchalante, les tempêtes de dragons seraient des problèmes gérables si elles ne produisaient pas plus de dragons, tous plus grands, plus forts et plus affamés les uns que les autres. Nous avions appris à combattre les anciennes couvées, mais ces nouveaux dragons défient tout ce que nous savions. Et si la solution se trouvait dans le rituel que vous avez utilisé, dit Elspeth. Il est possible qu'il suffise de modifier. Je ne peux pas, dit Narset, la voix éraillée. Je ne le ferai pas. Tu ne comprends pas, le rituel. Elle s'était contentée d'expliquer ce qui s'était passé en Tarkir et son rôle dans la révolution de la manière la plus dépouillée possible. À moitié parce que Narset en avait assez d'entendre ses propres louanges, à moitié parce qu'il y avait assez de chagrin à leur table pour qu'elle n'en rajoute. Une petite partie enfantine d'elle-même avait craint qu'elle ne se brise sous le poids de tout cela. Mais peut-être aurait-elle dû élaborer. Cela aurait rendu cette partie plus facile. Le rituel, répéta Narset. Il a fait plus qu'invoquer les dragons spirituels. Comment mettre des mots sur ce qu'elle comprenait à peine? Cela semblait gauche, irresponsable en quelque sorte. D'après ce que j'ai compris, il a pu déstabiliser l'équilibre délicat de Tarkir, entraînant une réaction en chaîne. Et tu as peur que l'histoire se répète si tu proposes de l'aide. Toujours ce même calme, sans affectation. C'est exact. Ce serait différent si j'avais au Jutaï. Le passé et ses 3 maudites épines. Narset tressaillit devant la facilité avec laquelle elle invoquait le Seigneur Dragon, pourtant anathème pour les Jeskai ces jours-ci. Le visage d'Elspeth resta vide de tout jugement. D'ailleurs, il ne semblait porter aucune expression, si ce n'était un calme d'acier froid. Tarkir souffre, mais le plan est au moins familier avec les forces à l'œuvre ici. Les clans ont leur contingence, leur défense. Je ne veux pas penser à ce qui se passe ailleurs, dans un monde aux règles très différentes, et qui n'a aucun moyen de se protéger si le pire arrive. Narset secoua la tête. Il y a trop de possibilités, aucune n'est bonne, et tout ce qu'elle aurait pu dire d'autre fut englouti par le bruit d'éclatement d'une collision, et par un glas faible mais urgent. Un avertissement que quelque chose ne tournait pas rond. Elspeth et Narset se redressèrent en sursaut alors que des cris s'élevaient à travers les murs, le cri aigu et désespéré d'une femme se démarquant à travers la clameur. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» dit Elspeth, sereine comme avant, bien que sa main soit déjà sur la garde de sa lame. Narset pencha la tête, écoutant les cloches, leur cadence. Elle connaissait leur vocabulaire, mais elle n'avait jamais entendu ce message auparavant. C'était nouveau. C'était quelque chose que le monastère n'avait pas connu. Un désastre qu'ils avaient anticipé, mais qu'ils ne connaissaient que sur le papier. Les cloches sonnèrent à nouveau. « Dragon !» dit Narset qui sortait déjà en courant du bureau. « Il y a un dragon sauvage à l'intérieur de l'école. » Il y avait eu des attaques par le passé, bien sûr. Les dragons sauvages, par faim ou par malice espiègle, mettaient parfois à l'épreuve les défenses Jeskai.
mais il s'agissait d'efforts désintéressés et timides, rapidement détournés. Les restes de la couvée d'Ujutaï étaient plus vicieux, mais même eux étaient repoussés. Jamais un dragon sauvage n'avait réussi à pénétrer sur le pont du navire. Les cavaliers célestes et leurs montures s'en assuraient. Mais il y en avait un ici et maintenant. Et non seulement il était sur le vaisseau, mais aussi à l'intérieur de l'école. Narset fut parcouru par un frisson de peur. Le fait qu'il fasse nuit était sa seule consolation. Les élèves les plus jeunes n'avaient cours que le jour pour leur permettre de passer du temps avec leurs familles et leurs amis. Les études étaient importantes, mais il était tout aussi vital qu'ils grandissent en tant que personnes, et cela impliquait qu'ils nouent de véritables relations avec le monde. C'étaient les enfants les plus âgés qui seraient en classe à ce moment-là, ceux qui étaient suffisamment motivés et talentueux pour se porter volontaires pour les cours facultatifs. Narset connaissait bien leur programme. Ils ne deviendraient pas immédiatement de la pâture. Mais immédiatement n'était pas suffisant. Il y avait quand même un dragon à l'intérieur avec eux. Un qui, d'une manière ou d'une autre, avait contourné toutes les mesures de protection. S'il peut faire ça, Narset écrasa le reste de sa pensée. Il n'y avait aucune raison de spéculer, aucune raison de faire quoi que ce soit d'autre que de se rendre sur place et d'évaluer les dégâts. Elle devait évaluer la situation, déterminer ce qu'il pouvait faire, déterminer combien étaient déjà morts. Les professeurs possédaient tous un courage infaillible. Le dragon devrait les traverser pour atteindre les enfants et, pour cette raison, Narset savait qu'il y aurait des victimes. La seule question était de savoir combien. Derrière elle, la lumière d'Elspeth éclaboussait le couloir d'ombre pâle, l'ange suivant la course de Narset. Autour d'eux, les moines éloignaient les enfants et les civils effrayés du danger ou se précipitaient sur l'agresseur. Narset ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment de fierté. C'étaient des gens bien, humbles en temps de paix, précieux en temps de crise. Narset avait connu beaucoup de gens qui étaient l'inverse, qui se vantaient sans cesse et faiblissaient au premier signe d'adversité. Mais pas les moines de la grue des tempêtes. Ils avaient fait leurs preuves par le passé et le faisaient encore aujourd'hui. Narset et Elspeth prirent un autre virage. L'école se situait dans le ventre du navire, comme une graine rêvant d'un avenir meilleur. Des mois de débats houleux avaient précédé sa construction. Certains avaient voté pour qu'elle soit située au sommet des tours, où les élèves auraient une vue imprenable sur le monde qui les entourait, tandis que d'autres avaient sèchement insisté sur le fait que c'était du suicide, suggérant plutôt de cacher l'école là où il y aurait plusieurs couches de défense et une centaine de chemins de sortie. Narset était éternellement reconnaissante à ces derniers de l'avoir emporté, d'autant plus en cet instant, alors que le vaisseau se déchirait et se tordait sous l'offensive continue. D'autres moines passèrent, les blessés serrés dans leurs bras, les débris les recouvrant d'une poussière grise. Narset effleura chacun d'eux de ses doigts, leur insufflant un peu plus de vitesse, un peu plus d'endurance. Ce n'était pas le travail magique le plus impressionnant, et il n'y avait pas de temps pour autre chose. Dans le lointain, quelque chose se brisa sous les assauts répétés, et le navire sembla mugir d'agonie. Au loin, des cris. Le cœur de Narset s'emballa. Presque, a-t-elle soufflé, une prière contenue dans le mot. Elles descendirent une dernière cascade de marche. Soudain, Elspeth et elle se retrouvèrent face à face avec l'attaquant du navire. Narset comprit immédiatement comment le dragon avait échappé à leur défense et l'erreur fatale de leur plan. Le plancher sous la créature s'ouvrait sur le ciel ouvert. Elle avait creusé son chemin à travers la coque du navire, rongeant le bois et le métal. Le couloir était presque trop petit pour l'intrus, un léviathan semblable à un morceau de glace taillé dans un glacier, tout en dents et en mouvements vicieux et sinueux. Il était si grand que seule sa tête, sa gorge et une seule de ses pattes se trouvaient à l'intérieur du vaisseau. Le spectacle avait presque quelque chose de comique, mais Narset n'avait pas envie de rire. Pas avec la gueule gorgée de sang du dragon, le bras sans vie qui jaillissait entre ses dents, la pomme molle tendue, comme si son propriétaire pouvait encore être sauvé. À côté d'elle, Elspeth dégaina son épée dans un murmure soyeux de fer. Le dragon ne fit attention ni au bruit, ni aux moines qui l'entouraient, son attention se portant uniquement sur une chambre récemment effondrée, dont la porte était enfoncée comme des nervures. À travers les décombres, Narset pouvait à peine apercevoir 5 jeunes se tenant l'un l'autre, et le visage déterminé d'une 6e, debout devant les ruines de l'entrée, les mains tendues. Le faible reflet argenté de l'air indiquait à Narset que la jeune fille avait érigé une barrière entre elle et le mastodonte qui s'approchait. Cela ne durera pas longtemps. Elspeth, laconique, d'un calme inhumain.
Non, dit Narset. Non, ça ne tiendra pas. La peau du dragon était parsemée de blessures et recouverte d'une fine pellicule de sang. Les moines de Narset avaient fait ce qu'ils pouvaient. Mais ils étaient bien trop protégés et leurs armes n'avaient qu'une portée limitée. Le dragon aspira une bouffée d'air, puis une autre, sa gorge travaillant furieusement comme s'il essayait de déloger un os. La température chuta. Lorsque Narset prit la parole, son souffle était blanc dans l'air. « Tu me fais confiance ?» Elspeth ne répondit pas, mais déploya ses ailes et s'éleva dans les airs. Elle était plus brillante que n'importe quelle étoile, belle comme une légende, et Narset comprit alors pourquoi les fidèles de ses autres plans suivaient leurs anges jusqu'à la bouche de l'enfer. Elle leva son épée rayonnante, ressemblant à s'y méprendre à une arme. « À mon signal, j'ai besoin que tu plonges dans sa gorge et que tu la tranches profondément. » Narset n'avait aucune idée de la capacité d'un ange à survivre au tube digestif d'un dragon ou à une explosion de glace à bout portant. Mais de tous, c'était Elspeth qui avait le plus de chances de faire ce qui devait être fait. La bouche du dragon était encore de la gomme rouge et de la chair glissante, sa gorge encore de la viande. L'ange jeta un coup d'œil à Narset, l'expression inchangée, et brièvement, la femme Jeskai regretta de ne jamais avoir connu Elspeth dans sa première vie. La figure incorruptible que les cieux avaient arrachée à la tombe pour en faire leur championne. Dis-moi seulement quand. Le dragon inspira. Dans le puits de sa gorge, Narset vit des volutes de vapeur alors que le froid alourdissait l'air. Elle fit signe aux moines de se replier, fixa la cible brillante jusqu'à ce que ses yeux se mettent à pleurer. Elle n'avait qu'une seule chance. Trop tôt, elle risquait de mettre à l'épreuve la constitution d'un être angélique. Trop tard, eh bien, Narset préféra ne pas y penser. Le temps se ralentit jusqu'à devenir du miel. Maintenant! Elspeth plongea la tête la première dans la gueule ouverte, l'épée tendue comme un flambeau. Narset la vit trancher, et elle la vit trancher profondément, perçant le toit de la gueule du dragon. Elle fit un geste de la main vers les moines. Maintenant. Le sang jaillit à un rideau de soupe, trempant l'ange, éclaboussant l'argent brillant de son armure d'un rouge violent. Narset se précipita avec 5 des moines, écartant les décombres. 3 autres levèrent leurs boucliers pendant qu'ils travaillaient. Le dragon se cabra, sa tête projetée vers la droite, provoquant l'effondrement d'un mur. Narset sentit l'air se réverbérer sous l'impact, mais les boucliers tinrent bon. Il tenta d'abattre ses dents sur Elspeth, mais cela ne fit qu'enfoncer son épée plus profondément dans son crâne. Le rugissement de la créature se transforma en hurlement, tandis que l'ange poussait sa lame vers le haut, aussi haut qu'elle pouvait aller, jusqu'à ce qu'elle s'enfonce jusqu'à la garde dans les tissus recouverts de mucus. Les enfants étaient transférés entre les moines et envoyés en vitesse dans un couloir. 2, 3, 4. Narset compta dans un souffle tandis que chaque enfant disparaissait. 6. L'ange et son adversaire étaient dans une impasse. Aucun des deux ne pouvait échapper à la menace de l'autre. Mais avec leurs pupilles ayant été évacuées en toute sécurité, les moines du monastère de la grue des tempêtes n'avaient plus besoin d'être prudents. À l'unisson, ils reprirent les armes. Ceux qui n'en avaient pas levèrent les mains, désormais embrasés de lumière. Elspeth leur avait donné une ouverture. De l'écume jaillit de la gueule du dragon. Le dragon prit une autre inspiration et s'étrangla lorsqu'Elspeth tordit sa puissante carrure en demi-cercle, arrachant un lambeau de muscle de sa gueule. Les moines frappèrent pendant que le dragon hurlait, l'acier et les poings pulvérisant les tissus mous, brisant les dents, transformant l'intérieur de ses mâchoires en un véritable abattoir. Cela suffit à la créature. Elle commença à se tordre en arrière, luttant pour échapper à ses agresseurs, chaque pensée affamée remplacée par un besoin de fuir. La bouche s'ouvrit suffisamment pour qu'Elspeth pût s'en sortir. Il fixa Narset d'un regard noir avant de se glisser vers le bas et, au bruit qu'il fit, vers le haut. « Il retourne sur le pont », dit Elspeth. Narset sentait encore son pouls battre dans sa gorge tandis qu'elle fixait l'archange. Elspeth n'était plus qu'une effigie rouge, les cheveux couverts de sang. Même l'éclat de ses ailes s'était transformé, n'étant plus d'un or brillant mais d'une lumière rougeâtre. Ce que l'on pouvait voir de son expression restait étrangement calme. « Alors poursuivons », dit Narset, et ils retournèrent vers les escaliers. L'adrénaline commençant à baisser, elle sentait chaque battement dans ses jambes et était à la fois reconnaissante et envieuse qu'Elspeth glissait simplement devant elle.
Elles émergèrent dans les vents fouettants du ciel de Tarkir. Un rugissement strident à la gauche de Narset lui indiqua que les cavaliers célestes s'étaient attaqués à l'assaillant. Narset fit tourner une bobine de magie entre ses mains, prête à frapper le dragon s'il s'essayait sur le pont, mais la bête ne semblait pas désireuse d'affronter à nouveau ses adversaires du couloir. Il rugit une fois, suffisamment près pour que Narset sente son haleine fétide, comme un vent froid, puis il s'écarta du côté du navire, soufflant de temps à autre des rafales d'air blanc et glacé de sa gueule. Narset sentit ses muscles se détendre. Les cavaliers célestes pouvaient à présent s'occuper de la situation. Elspeth s'installa à côté d'elle. L'archange semblait être arrivé à la même conclusion. Je respecterai la décision que tu prendras, quelle qu'elle soit. Si tu me dis que les Jeskai ne peuvent pas aider le multivers, je partirai chercher de l'aide ailleurs, dit l'ange. Mais les dragons dévoreront les autres plans si rien n'est fait. Ton savoir pourrait nous être utile. Narset regarda le navire mutilé, ses moines la regardant avec des visages expectatifs. Demain, dit-elle. Je te donnerai ma décision demain matin. Il fallut plusieurs heures pour faire l'inventaire des dégâts. Au grand soulagement de Narset, il y avait très peu de victimes. Les blessures étaient nombreuses, mais le monastère de la Grue des Tempêtes était réputé pour ses guérisseurs, et les moines ne manquaient pas pour s'occuper des blessés. C'était le navire qui avait le plus souffert de l'attaque. Une grande partie de la coque avait disparu, ce qui compliquerait les réparations. Les constructeurs devraient soit travailler péniblement à dos de dragon, soit trouver un moyen d'atterrir sans que le navire ne s'enfonce immédiatement dans l'eau. Mais c'étaient là les problèmes de demain. Elspeth suivit Narset dans un silence méditatif pendant que cette dernière s'adressait à chacune des familles affectées. Elle fut ensuite amenée au bain pendant que Narset consultait son conseil sur les plans pour la semaine à venir. Quel village pourrait être affecté par la situation? Quel monastère fraternel devrait être contacté pour s'assurer que la population restait suffisamment assistée? Il ne restait que peu d'heures avant l'aube lorsque Narset termina enfin ses fonctions de maître de la voie, se faufilant pour retrouver Elspeth. « Voici vos quartiers, » dit Narset après avoir conduit l'ange jusqu'au pont de repos. Elle ouvrit une porte anodine au bout d'un couloir et montra d'un geste l'intérieur de la pièce. Une lampe à huile répandait une chaleur apaisante et bronzée sur l'espace intérieur, allongeant les ombres des ailes d'espèces, pour donner l'impression qu'elle le remplissait entièrement. En ce qui concernait les chambres du monastère, celle-ci était l'une des plus somptueuses. Elle contenait une quantité indulgente de literie moelleuse, et même un coin lecture avec des fauteuils rembourrés. Chaque fois qu'un délégué des autres clans venait en visite, il était logé ici. La Jeskai observa avec une appréhension croissante Elspeth faire un lent tour d'horizon de la pièce, son visage impassible se teintant de ce qui commençait à ressembler de façon inquiétante à de l'embarras. « Êtes-vous certaine ? J'ai l'impression que quelqu'un d'autre pourrait avoir plus besoin de cet espace. »« Non, 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 dit Narset. Il est à toi pour la nuit. Mets-toi à l'aise. » L'inquiétude traversa l'expression d'Elspeth comme l'ombre d'une aile qui passe. « Merci, » dit-elle avec un soin excessif, laissant à Narset l'impression d'avoir commis un terrible faux pas. Elspeth lui épargna toute analyse supplémentaire en la serrant avec rigidité dans ses bras. « Ajani a dit beaucoup de bien de vous. Je suis heureuse de voir que tout est vrai. Nous nous parlerons demain matin. » L'ange recula. Narset fut frappé par la chaleur dorée qui émanait de l'ange, comme si elle tenait le soleil au lieu d'un cœur dans sa poitrine. La Jeskai hocha sommairement la tête, et les deux femmes, désormais épuisées par les bavardages et les politesses faciles, se regardèrent encore pendant quelques secondes insoutenables avant que Narset ne dise « Je suppose que je vais vous laisser dormir maintenant. Nous nous parlerons demain. » Alors que la maître de la voie Jeskai refermait la porte derrière elle, Elspeth se tenait toujours debout avec le genre de posture impeccable habituellement réservé aux parades militaires. Narset se rendit compte qu'elle n'avait aucune idée si les anges dormaient. « Taigan ?» Narset chassa le sommeil de ses yeux lorsque le moine plus âgé entra dans son bureau. Les dernières années n'avaient pas été agréables pour lui. Bien qu'il soit toujours aussi musclé que dans sa jeunesse, des rides avaient commencé à s'accumuler comme des charognards autour de ses yeux et de sa bouche. Ses joues étaient plus minces, les os de son crâne bien plus saillants que dans les souvenirs de Narset. « Maître de la voie, je m'excuse de vous déranger à cette heure-ci.
dit Taïgam en offrant une sommaire demi-révérence. Mais l'affaire est urgente. S'agit-il de l'effort de reconstruction? Je sais que la coque présente un trou assez important pour l'instant, mais des gardes y sont postés pour s'assurer que personne n'en profite. Demain, les constructeurs commenceront à travailler. Je pensais juste que... La bouche de Taïgam s'amincit sous l'effet de l'impatience. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est alors? Ils avaient été camarades autrefois. Dans d'autres circonstances, Narset aurait pu le considérer comme un ami. Mais Taïgam n'avait pas apprécié la rapidité avec laquelle elle avait gravi les échelons du sanctuaire de l'œil du dragon et la faveur dont elle bénéficiait de la part d'Ojutaï. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. Contrairement à elle, il était resté fidèle à leur dragon. S'il n'avait pas été contraint de choisir entre l'exil et ses anciennes allégeances, Taïgam n'aurait pas renoncé à Ojutaï. Il n'aurait certainement pas mené un coup d'état contre lui. Néanmoins, la familiarité d'une histoire commune signifiait qu'ils partageaient une sorte de parenté déformée. Pour cela, Narset lui laissait ses libertés, et aussi parce qu'Ojutaï lui manquait. C'est au sujet de votre invité. Taïgam se tenait sur le seuil, les bras croisés. Espèce, elle a été d'une grande aide aujourd'hui. Elle n'est qu'un présage des choses à venir. Ces mots surprirent un rire de la part de Narset. Taïgam, je ne t'ai jamais pris pour un superstitieux. Pardonnez ma tentative de délicatesse, maître de la voix. Puisque vous l'avez demandé, je vais le dire en termes plus clairs. Les dragons sauvages n'avaient jamais été tentés par une telle violence auparavant. Narset resta silencieuse. Il s'agit peut-être d'une simple coïncidence, mais nous ne pouvons pas nier la possibilité que cette attaque soit une conséquence de son arrivée. La voix de Taïgam s'adoucit. Et nous ne pouvons pas prendre le risque que cela se reproduise. Nous sommes déjà affaiblis. Que se passera-t-il si nous sommes à nouveau attaqués? Nous n'avons aucune preuve que la présence d'espèces soit responsable de cela. Nous n'avons aucune preuve qu'elle ne le soit pas, répondit l'homme avec une douceur suffocante. Il n'y avait pas de venin dans ses paroles. Il n'en avait pas besoin. Nous avons abandonné tout ce que nous tenions pour sacré au nom de notre peuple, n'est-ce pas? Nous avons rasé notre passé et brûlé notre avenir dans l'espoir d'acheter la liberté des Jeskai. Quel est l'intérêt de cette liberté si nous devons à nouveau mourir pour quelqu'un d'autre? Si nous devions périr pour quelqu'un d'autre, cela aurait dû être Ojutaï. Quelqu'un d'autre aurait pu qualifier ces mots de trahison. Narset constata qu'elle ne pouvait pas. Renvoie-la, Narset, aussi loin que possible des Jeskai, insista encore Taïgam. Tu es désormais maître de la voie. Ta plus grande responsabilité est envers ton peuple. Ne l'oublie pas. Et Narset ne répondit rien à ça non plus. Le jour commençait à peine à percer le noir goudronneux et sans étoiles de la nuit quand Elspeth entendit frapper poliment à la porte. Elle l'ouvrit et trouva Narset debout, l'air désolé. « Je crains que les Jeskai ne puissent pas vous aider. » Elspeth acquiesça. Elle n'était pas venue à Tarkir avec des attentes particulières, seulement avec le désir d'alerter, de trouver des réponses. Il aurait été préférable qu'elle puisse solliciter de l'aide, mais ce n'était pas la responsabilité de Tarkir. L'archange, Narset ajusta la sangle d'un sac de montagne en bandoulière, son visage s'illuminant d'une lumière féroce. « Mais je peux.